Tout le monde a entendu parler un jour dans sa vie du dragon de Komodo, mais est-ce que vous le connaissez vraiment? On va le voir tout de suite. C'est seulement en 1910 que le dragon de Komodo a été décrit pour la première fois par des pêcheurs néerlandais qui passaient en Indonésie, près de l'île de Komodo, et il a été décrit comme un crocodile terrestre ou un grand lézard. Donc quand ils sont rentrés en métropole, ces pêcheurs néerlandais, qu'ils ont commencé à raconter cette histoire d'un gros crocodile terrestre, des scientifiques s'y sont intéressés et ont organisé une expédition qui, en 1926, a permis de rapporter 12 spécimens morts et 2 spécimens vivants. Je précise que les 12 spécimens morts étaient conservés, sûrement empaillés, et cette fameuse expédition a d'ailleurs inspiré grandement le film King Kong sorti en 1933. Présent sur différentes îles indonésiennes, le dragon de Komodo a une population assez stable, même s'il a disparu récemment de l'île de Padar. Il est aussi en danger sur l'île de Flores où l'activité humaine et la diminution des proies, notamment les cerfs, le menacent. Donc il est présent sur l'île de Komodo, Rinca, donc Flores, Gili Montang et Gili Dasami. Il est protégé et a un parc national qui lui est dédié sur l'île de Komodo. Le dragon de Komodo, c'est la plus grande espèce vivante de lézard. Il peut mesurer jusqu'à 2,59 m et peser entre 79 à 91 kg. Ils ont aussi une longévité impressionnante puisqu'ils peuvent vivre jusqu'à 50 ans. Et est-ce que vous saviez que le dragon de Komodo est aussi un dragon en armure? En effet, des centaines, voire des milliers d'ostéodermes recouvrent sa peau, sauf ses yeux et ses narines. Attention, ces ostéodermes ne le recouvrent qu'à l'âge adulte, car étant juvénile, le dragon de Komodo n'a aucun ostéoderme sous sa peau. On pourrait se demander à quoi sert cette armure, sachant que le dragon de Komodo n'a aucun prédateur naturel. Eh bien tout simplement pour se protéger de ses congénères, et notamment pendant les combats des mâles de la saison des amours. Cette armure leur permettrait d'éviter ainsi les blessures graves. Ces ostéodermes se développeraient donc à partir de l'âge adulte jusqu'à sa mort. Donc plus un varan serait vieux, mieux il serait protégé. Sur cette image, on peut voir très clairement la différence entre les 4 reptiles, dont le varan de Komodo en première position. Le varan de Komodo a des ostéodermes très prononcés qui sont de 4 tailles différentes, ce qui est assez inhabituel par rapport aux autres reptiles. Petite anecdote, cette armure rend sa peau inexploitable par les braconniers. Avec ses mensurations assez impressionnantes, il est donc apparemment sujet au gigantisme insulaire. Qu'est-ce que c'est le gigantisme insulaire? C'est le fait qu'il n'y ait pas d'autres prédateurs dans sa niche écologique, donc cette espèce a pu grandir autant qu'elle veut, vu qu'elle n'a pas de prédateurs. Il y a 2 grandes théories pour expliquer le gigantisme insulaire du dragon de Komodo. La première de ces théories serait celle que le dragon de Komodo s'est adapté pour pouvoir se nourrir de l'éléphant nain local, le stégodon, qui aurait vécu sur l'île de Flores il y a à peu près 12 000 ans. La deuxième théorie, qui est la plus populaire et qui tend à se confirmer, est celle que le dragon de Komodo est le descendant du Mégalania. Qu'est-ce que le Mégalania? C'est un varan géant de 8 mètres de long, éteint il y a à peu près 50 000 ans en Australie avec l'arrivée des humains. Quelle coïncidence! Ce varan aurait migré jusqu'en Indonésie à l'époque où il y avait encore de la terre ferme entre l'Australie et l'Indonésie. Cette parcelle de terre ferme a disparu il y a à peu près 20 000 ans avec la montée des eaux et qui aurait donc piégé le Mégalania sur ces îles, et ce qui expliquerait le gigantisme du dragon de Komodo. Mais il y a une grande question avec cette théorie: pourquoi le varan de Komodo aurait survécu et non son ancêtre? Moi, j'ai ma petite théorie là-dessus, mais après, je ne suis pas scientifique. Concernant l'alimentation, le dragon de Komodo est exclusivement carnivore. Il peut manger 80% de son poids en viande. Il a aussi un métabolisme lent, un peu comme les serpents, donc il peut se contenter d'un repas par mois. Leur alimentation varie aussi en fonction de leur âge, vu que les jeunes varans de Komodo vont préférer chasser sans toutefois négliger les charognes, et les vieux varans de Komodo, quant à eux, vont se contenter exclusivement de charognes pour dépenser le moins d'énergie
possible. Et les varans de Komodo, s'ils croisent un de leurs jeunes congénères, par contre, n'hésiteront pas à s'en faire un repas, vu qu'ils sont tous cannibales. Concernant la technique de chasse, les varans de Komodo approchent furtivement leur proie pour les mordre et les laisser s'enfuir. Donc le varan de Komodo va les pister, car la blessure va soit s'infecter, soit l'animal a subi une blessure qui a été pour lui mortelle. Donc par contre, on va casser un mythe tout de suite. Les bactéries présentes dans la bave du dragon de Komodo ne sont pas en soi mortelles. C'est-à-dire que il y a eu une étude qui a été faite assez récemment. Ils ont prélevé les bactéries présentes dans la salive du dragon de Komodo et en fait, il n'y en a pas plus que dans toutes les autres gueules de prédateurs, c'est-à-dire que les bactéries présentes dans la bouche du dragon de Komodo ne sont pas significatives pour dire que c'est ça qui tue leur proie. Mais par contre, leurs morsures peuvent tuer une proie directement en sectionnant des artères ou vraiment en étant très profondes. Par contre, leurs morsures ne sont pas très puissantes, enfin pas aussi puissantes qu'on pourrait le penser, puisqu'un crocodile marin, par exemple, a 6 fois plus de force dans sa morsure qu'un dragon de Komodo. En revanche, la mâchoire du dragon de Komodo est très efficace pour résister aux tractions arrière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la mâchoire est hyper efficace pour déchiqueter les proies qui sont déjà mortes, arracher des lambeaux, etc. Mais la mort d'une partie de leurs victimes peuvent s'expliquer d'une autre façon, car en 2009, des glandes à venin ont été découvertes dans la mâchoire inférieure du dragon de Komodo. Donc pour donner un ordre comparatif, c'est tout l'inverse des serpents qui eux ont leurs glandes à venin dans le haut de la mâchoire. Et ces fameuses glandes à venin pourraient être communs à d'autres varans, même des varans détenus en captivité et même certains agames. Son venin est assez proche de celui des serpents, mais il peut plus se rapprocher de celui du monstre de Gila, un reptile qui est lui aussi venimeux. Son venin peut tuer un animal de la taille d'un chien. Il a un cocktail de toxines qui provoque une chute de pression artérielle et qui donc entraîne la mort. La cohabitation entre humains et dragon de Komodo est assez délicate par endroits, car le dragon de Komodo est assez agressif et a déjà causé la mort de quelques personnes, dont un enfant. La reproduction du dragon de Komodo a lieu de mai à août, avec une ponte en septembre. Pendant la saison des amours, les mâles s'affrontent pour les femelles dans une sorte de lutte. Les combats sont généralement rarement sanglants, et le perdant est celui qui se retrouve au sol. Une ponte est en moyenne 20 œufs et 7 à 8 mois d'incubation. Les jeunes dragons passent leur jeunesse dans les arbres pour éviter les adultes qui sont cannibales, comme je l'ai dit plus tôt, et d'autres prédateurs de l'île. La maturité vient à peu près entre 3 à 5 ans. Il y a aussi une grosse particularité avec le dragon de Komodo, c'est que les femelles sont capables de parthénogenèse. La parthénogenèse, c'est quoi? C'est quand une femelle peut se reproduire sans la présence de mâle. Enfin, se reproduire, plutôt se cloner. Donc c'est une découverte assez récente, puisqu'elle a été remarquée en 2005-2006 dans des zoos où des femelles sans présence de mâle ont commencé à pondre des œufs non fécondés, mais qu'ils ont éclos avec des mâles à l'intérieur. Donc les scientifiques se sont posé la question de la parthénogenèse, mais aussi du fait que la femelle aurait pu garder du sperme d'un ancien mâle qu'elle aurait croisé des années avant, ce qui est assez courant au niveau des reptiles. Comment c'est possible? Je vais essayer d'expliquer ça rapidement. Donc les chromosomes sexuels chez les varans, c'est W et Z qui sont totalement différents des mammifères et donc de nous, car nous avons X et Y. Donc un mâle varan aura les chromosomes Z en double et une femelle aura le chromosome W et Z. Pendant la formation des œufs, ce qui va se passer, c'est que pendant la méiose, donc quand la cellule se divise en deux, un chromosome sexuel va rester tout seul et se doubler. Donc, c'est-à-dire que nous allons avoir
des œufs avec un double chromosome W et des œufs avec un double chromosome Z. Donc les double W ne seront pas viables car comme chez les mammifères, si on a un embryon avec un double chromosome Y, c'est pas possible car le chromosome X est essentiel pour la vie. Donc le chromosome double Z chez les varans serait comme un double chromosome X chez les humains, donc ça serait totalement viable. Et donc c'est pour ça que tous les œufs éclos de varans femelles qui ne sont pas en contact avec des mâles donneraient des mâles. Et pourquoi du coup les varans feraient ça? Et en fait c'est un gros avantage évolutif car ça leur permet de coloniser des nouvelles îles et des nouveaux environnements. Par exemple, si une femelle varan de Komodo arrive sur une île où il n'y a pas de prédateurs, où elle arrive à survivre et qu'elle arrive à pondre des œufs, eh ben, elle va donner une génération de mâles avec laquelle elle va se reproduire quand ils seront à maturité sexuelle. Et la génération d'après, la deuxième génération, sera composée de mâles et de femelles. Bon, niveau consanguinité, c'est pas ouf, mais théoriquement, sur le papier, ça leur permet de coloniser de nouveaux habitats. Par contre, cette parthénogenèse est quand même à éviter dans les eaux, car ça peut quand même profondément appauvrir le patrimoine génétique de l'espèce. Même si la reproduction en captivité n'est pas facile du tout. En parlant de captivité, l'apprivoisement du varan de Komodo dans les eaux est quand même assez fréquente et les soigneurs d'ailleurs peuvent dans certains zoos se balader avec un varan à côté d'eux, près de visiteurs, sans qu'il y ait de soucis. Et il y a eu plein de témoignages comme quoi des varans de Komodo réagissaient différemment selon les soigneurs et donc ils adaptaient leur comportement en fonction des soigneurs. Ils pouvaient être agressifs envers des soigneurs inconnus, donc ce qui démontre quand même une certaine intelligence du dragon de Komodo. Et de toute façon les varans en général sont quand même très intelligents. Donc on a aussi découvert que le varan de Komodo se livrait au jeu, donc notamment avec un varan qui par exemple faisait frotter une pelle contre le sol pour écouter le bruit qu'elle dégageait, ou un varan qui prenait différents objets pour les secouer, et sans avoir un comportement alimentaire, sans le prendre pour une proie, parce qu'il traitait les objets vraiment différemment de leur alimentation, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous résumer un peu tout ce que j'ai réussi à accumuler avec mes recherches sur le dragon de Komodo. J'espère que vous aurez appris des choses. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à me corriger si jamais vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que je viens de dire, à commenter et à vous abonner. Allez, à la prochaine.